petit jeu dinosaure encore emballé qu'on va découvrir. Et pour vous finir, je vais vous lire le début d'un roman Berserk. C'est parti. On commence avec le dinosaure. Voilà le paquet. Papo Dinosaurs. Un mini dino à l'intérieur. Donc l'étiquette blanche sur le devant, c'est tout simplement le prix Nose que j'ai enlevé, qui était de 99 centimes. Il y a 12 mini dinos à connecter. À collecter plutôt que connecter. Série 1. Alors, mon fils Isaac, il a eu le T-Rex. Et dans ce paquet, je pense savoir quel dinosaure il y a à l'intérieur. Mais je ne vais pas vous spoiler, je le sens en tout cas au toucher. Donc sur le devant, on peut voir, je crois que c'est un brachiosaure. Ici un triceratops. Ici un diplodocus. Et derrière, on voit tous les autres dinosaures. Jonah a eu celui-ci, mais je me souviens plus du nom. J'avais cherché sur internet le nom pour vous le donner, mais j'ai complètement oublié. Désolé, ça commence par un D, c'est tout ce que je me souviens. Voilà, vraiment très très sympa. Donc normalement le prix c'est 3,50 €, mais moi j'ai payé 99 centimes. Donc bah écoutez, je vais l'ouvrir. Et on va regarder ensemble. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir avec les ciseaux. Je vais un peu débrouiller avec, hein, tant qu'à faire. Regardez dedans. On voit une tête bleue. Est-ce que ce serait pas le même que sur le dessus? Et ouais. Je pense qu'on a le diplodocus. On va regarder. Voilà. C'est celui que je voulais parce que je le trouvais vraiment joli. Il est tout bleu, regardez. Alors la couleur des dinosaures, je crois qu'elle n'est pas vraiment définie. Bleu, ça doit être un peu fantaisiste, mais c'est pas grave. Pourquoi pas, il est beau. Avec des reflets un peu marron clair. Très joli. Est-ce qu'il tient debout? Il tient debout. Ouais. Très sympa. On peut pas vraiment faire du tapping dessus. Ça fait pas de bruit parce que c'est plein. Par contre, je peux le frotter un peu. Ouais. Très sympa. Donc comme ça, je vais pouvoir le donner à mes fils. Ils vont être contents. Ça va faire un dinosaure en plus dans leur collection de dinosaures. Voilà. Ensuite, les cartes Playmobil. Donc là, il en a une grosse collection. Donc je vais peut-être pas tout vous montrer. Je vais déjà prendre une première pile. Et puis on va regarder ça ensemble. Donc on a... Attendez. Voilà. Tennis de table. Ils ont tous des prénoms, c'était Simon. Les fruits et légumes. Ok. C'est sur le sport, mais des fois t'as un peu de nutrition. Martin qui fait de l'escalade. Cheerleading avec Maëlys. Saut d'obstacle. Tennis de table. Football, c'est Hugo. Alors il y a des pouvoirs, vitesse, habilité, donc ça a l'air d'être un vrai jeu. Mais je connais pas les règles. Édouard, hockey sur glace. Poisson. Dressage d'animaux. Fruits et légumes.
c'est vachement joli. J'aime bien, vous savez, les cartes un peu épaisses où ça bouge. Très sympa, il y en a d'autres comme ça. Juliette, biathlon, voltige, hockey sur glace. Axel n'a peur de rien. Avec lui, le palais franchit difficilement la ligne de but. Ski, Lisson sait comment utiliser ses skis pour laisser tout le monde derrière elle. Donc en bas à droite, il y a le numéro de la carte. Il y a l'air d'en avoir beaucoup. C'était des cartes qui étaient données à une certaine époque en magasin. Je crois que c'était Carrefour, mais alors je suis plus sûr du tout. Photographie. Tire une carte dans le jeu de ton adversaire et donne-lui une carte en retour. Ouais, donc c'est vraiment un vrai jeu. Le pitch volley. C'est sympa. Il en a plein encore. Enzo. On dirait un joueur du Brésil, Enzo. Julia. Voltige, on a déjà vu. Sport mécanique, c'est la motocross. Victor garde le contrôle de sa moto sur toutes les bosses. Gymnastique, sport mécanique encore. Cyclisme, snowboard, golf, je passe un peu. Ah, une carte qui bouge. Avec la voile. Je suis pas sûr que tous les sports aient leurs cartes comme ça. Il n'y en a que quelques-uns apparemment. Snowboard. Ah, le judo. Pour la petite anecdote, j'ai fait du judo quand j'étais petit. J'en ai fait 3-4 ans. Céline voit chaque combat comme un nouveau défi. Sympa. Voilà. Écoutez, hein, ça fait des bruits de cartes. Gymnastique, on l'avait pas vu encore. Encore football. Il y en a pas mal des cartes football. Regardez Yannick avec sa barbe de 3 jours. Juliette. Mathéo le tatoué. La boxe. Encore du snowboard. C'est bien, on a plusieurs cartes pour les mêmes sports. Du canoë-kayak avec Vincent. Soin des chevaux. Canoë-kayak encore. Cheerleading au football américain. Ah, on l'avait pas eu encore. Beach volley. Tennis de table. Ski. Le Cassin Viking et Stéphane le Viking. Randonnée. Encore football avec Bastien cette fois, qui a gagné la coupe. Ok. Voilà. Encore football, c'est Ali cette fois. Tennis de table. Gabriel. Tennis. Et le dernier, judo. Voilà. On dirait plus qu'elle fait du karaté, mais bon. Pourquoi pas. Voilà. Il les range dans une petite boîte comme ça. Chocolat, Ozu, Évreux, Rouen, Le Havre, Amiens. C'est du chocolat de vers chez moi, quoi. Puisque moi j'habite Évreux. Une boîte parfaite pour un peu de tapping. Et après je vais vous lire le début du roman Berserk que j'ai pas encore lu. J'espère que ce sera pas trop violent. On va voir.
Makoto Fukami. C'est quand même écrit pour lecteur averti, donc on verra bien. Je vous montre déjà la première page. Et puis on va lire ensemble. Un jour, la chronique de cette bataille, comme il en existe tant, deviendra un beau conte de fées. J'ai du mal à lire, je suis un petit peu fatigué, désolé. Un conte de fées où une vierge héroïque se sacrifiera pour mettre fin à la tyrannie d'un dragon sans pitié, mais qui ne sera pas fidèle à la réalité, car en ce monde, la vérité est très rarement belle. Cette histoire se déroule sur un continent où l'épée et la force brutale font loi, dans un monde qui ploie sous le coup des guerres successives pour l'hégémonie et sous les persécutions de l'Inquisition menée par le Saint-Siège dont la religion impose la foi en un Dieu unique. Alors, je vais pas lire le prologue parce qu'en fait le prologue il est assez violent, c'est un petit peu gore. Donc je vais commencer directement juste à lire le chapitre 1. Une princesse fut offerte en sacrifice à un dragon qui se déchaînait. Ça ne le calma point, et un guerrier dut le terrasser. Depuis dans leur sanctuaire, les Vestales prient pour apaiser les âmes du dragon et de la princesse. D'après une légende de cette petite île, près de la frontière entre le minuscule grand-duché de Grant et son imposant voisin, l'Empire Tudor, un homme observait une grande armée qui semblait s'étendre jusqu'à l'horizon, depuis le haut d'une tour, en un lieu qu'on nommait l'antre du dragon des flammes, ou plus simplement l'antre. Le grand-duché de Grant était situé sur l'île éponyme. Sa superficie était petite. En galopant ventre à terre, en changeant de cheval, il ne fallait guère que 3 jours pour la traverser de bout en bout. En revanche, le pays était prospère, car bien que situé dans les régions nordiques, nombre de ses ports n'étaient jamais pris dans les glaces. Son territoire constitué en un vaste bassin, puisque l'île était une caldeira née de l'activité volcanique. Comme le feu en jaillissait parfois encore, la légende racontait qu'un dragon dormait dessous. La capitale Nord-Kapiti était située en son centre dans le creux du bassin. Quant aux montagnes entourant l'ancien cratère, elles faisaient office de solides murs d'enceinte. En renforcement de cette configuration géographique déjà idéale, car elle rendait l'île difficile à prendre d'assaut et facile à défendre, on trouvait ici et là dans les montagnes des batteries d'artillerie dont les canons de fer forgés étaient pointés vers la mer. Ces montagnes ne servaient d'ailleurs pas que de murs de défense. Elles étaient également de gigantesques mines de diverses matières premières. Les ports en eau chaude étaient remplis de navires qui transportaient ces minerais. La pêche était florissante, tout comme l'élevage de vaches et de moutons sur les coteaux ou les prairies bien à l'abri, à l'intérieur du cratère. À la pointe sud de l'île, il y avait une faille dans la caldeira. Là s'étendait une plaine où les déplacements étaient faciles. Elle était occupée par l'Empire de Tudor, l'ennemi de Grant, qui s'en était emparé en investissant une puissance militaire énorme et y avait bâti 14 ans auparavant une forteresse baptisée Fort Chester. L'Empire n'avait cessé depuis d'envoyer des renforts de troupes à Fort Chester, mais restait incapable de faire tomber Nord-Kapiti, la capitale. Bien qu'il y eût plusieurs causes à cet échec, la principale étant sans contexte le terrain. En effet, la cité était entourée par des montagnes aussi escarpées que celles qui bordaient l'île. Pour l'attaquer depuis la plaine,
On était obligé de passer par la place forte qui obstruait l'unique voie de communication, un corridor. Cette place forte n'était autre que l'antre des dragons, des flammes. C'était une forteresse bastionnée, un type de construction encore rare même sur le continent. Ces fortifications formaient des pointes à angles aigus et permettaient non seulement de mieux observer les troupes ennemies, mais aussi d'abattre plus facilement leurs tireurs. Autrement dit, elles étaient conçues pour contrer les armes de jet et artillerie de siège. Il suffisait de l'équiper de canons et d'avoir de bons archers et arbalétriers pour que même une armée importante ne puisse l'approcher impunément. L'antre était bien défendu grâce à 6 bastions en pointe du côté de la plaine et à un double mur d'enceinte. Il arrive que des citadelles accueillent une ville entre leurs murailles, mais celle-ci ne contenait que des installations militaires destinées aux cavaliers ou fantassins. 2 bâtiments particulièrement remarquables se dressaient vers le ciel, le donjon et la porterie. Le premier était la tour principale. Il servait de logis au maître des lieux, ainsi que d'armurerie, de salle d'assemblée et de grenier. Le second, conçu pour faire face au siège, s'adossait aux portes même du château. Tous deux étaient de solides constructions de pierre. On avait érigé 4 autour sur les fortifications de l'antre à chacun des points cardinaux. Elles étaient délibérément peu élevées, car autrement elles auraient fait une cible de choix pour les armes de jet et ainsi annulé tous les avantages du tracé bastionné. L'homme, Grumbeld Arkvist, revêtu de son armure, se tenait sur l'observatoire de la tour sud. 10 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait pris le commandement de l'antre, et 14 depuis que sa mère avait été assassinée par des soldats de Tudor. Il s'en souvenait comme si c'était hier. Voilà. C'est vraiment une introduction qui nous met un peu dans le contexte géographique. Et après, on va commencer à s'attarder sur le personnage. Mais moi, c'était l'histoire de vous lire un petit quelque chose pour pas que la vidéo ne dure que 5 minutes. J'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.